Bonjour les As, mon nom est Fanny Pelletier, je suis professeure en biologie à l'Université de Sherbrooke, donc je suis biologiste et j'ai hâte de répondre à vos questions. Salut les As! Cette semaine pour les As de l'entrevue, j'ai rencontré la biologiste Fanny Pelletier. Une biologiste, c'est une spécialiste de la biodiversité, donc de tout ce qui est vivant. Ce qui intéresse particulièrement Fanny, c'est d'étudier quel impact ont les comportements des humains sur certains animaux sauvages au Canada. Elle a répondu à 5 de vos questions. On y va. La première question en est une de pro-gaming. Salut Fanny! Est-ce que tu vas dans les milieux de l'animal ou est-ce que tu restes dans un bureau pour les étudier? ProGaming, merci pour ta question. Donc oui, les biologistes vont dans les habitats des animaux pour les étudier. On a besoin d'aller sur le terrain pour prendre des données. Donc une journée type d'un écologiste qui étudierait par exemple un mouflon d'Amérique, comme celui qui est en arrière, commence par premièrement se réveiller de bonne heure parce que les animaux viennent à notre trappe, parce qu'on peut les capturer dans une trappe appâtée avec du sel. Donc on doit surveiller si les animaux qu'on veut attraper sont déjà près de notre trappe. Par la suite, si on capture des animaux, on va devoir se dépêcher pour s'habiller, manger, puis aller chercher les instruments qu'on a besoin pour les mesurer. On les mesure, on les relâche. Par la suite, on retourne manger un petit morceau, on prend nos sacs à dos, on part sur le terrain pour faire des observations des animaux en milieu naturel. Donc, on veut savoir où ils vont manger, où ils vont se coucher, est-ce qu'ils ont eu des petits et est-ce que ces petits ont l'air en santé. Les biologistes, une fois qu'ils ont récolté les données au terrain, ils doivent passer beaucoup de temps dans les bureaux à analyser les données. Puis par la suite, pour communiquer nos résultats au grand public, mais aussi aux autres scientifiques, on doit écrire des articles scientifiques et des rapports. Donc, on passe quand même beaucoup de temps aussi devant un ordinateur. On poursuit avec Water Polo Girl. Qu'est-ce qui fait changer le comportement d'un animal? Donc, merci Water Polo Girl pour ta question. Les animaux sont un peu comme les humains et vont changer de comportement pour toutes sortes de raisons. Ça peut être pour faire face à une météo qui est plus difficile ou parce qu'il fait trop chaud, parce qu'il y a des prédateurs dans leur environnement, incluant des humains qui les dérangent, ou ça peut être parce qu'ils ont d'autres amis avec eux, puis donc ils vont essayer de compétitionner pour la nourriture ou les sites de repos. Donc si on prend un exemple chez des animaux que vous connaissez peut-être, des mammifères comme des coyotes ou des ratons laveurs, une des choses qu'on sait, c'est que quand il y a beaucoup d'activités ou de dérangements autour d'eux, ils ont tendance à devenir un petit peu plus nocturnes. C'est une chose qui a été documentée par les scientifiques, là, que d'avoir un style de vie nocturne permettait d'éviter des activités stressantes que les humains font. On poursuit avec Cornet à l'érable. Bonjour Fanny, lors de ta carrière, quel fait découvert sur les animaux a été le plus surprenant pour toi, qui t'a choqué? Cornet à l'érable, je dirais que ça fait assez longtemps de ça, mais j'étudiais des mouflons qui sont encore ici derrière moi, dans l'Ouest canadien, donc dans les montagnes rocheuses. Puis à un certain moment, j'étais au terrain, puis j'ai entendu un grand bruit, un grand bam! Puis je me demandais vraiment c'était quoi. Je me suis rendu compte en fait que c'était 2 mouflons mâles qui venaient de se taper la tête ensemble parce qu'ils compétitionnaient pour des femelles. Je me suis rendu compte que la tête des mouflons est vraiment très très lourde. Ouais, c'est très gros. Ce mouflon-là, il y a 4 ans. Puis, sur sa tête, il y a évidemment 2 cornes, mais sous les cornes, vous voyez ça, il y a des gros os qui servent à tenir les cornes. Et puis, c'est ce qui leur permet, évidemment, de compétitionner. Donc, vous avez une corne ici qui est faite à peu près comme vos ongles. Donc, moi, je savais pas ça quand j'avais commencé que les cornes de mouflon, c'était la même structure que les ongles. Mais la chose qui est la plus surprenante, c'est qu'ils ont une adaptation spéciale pour permettre de résister à ces grands chocs qu'ils reçoivent sur la tête lorsqu'ils compétitionnent avec les autres mâles. C'est un peu comme un casque de football intégré dans la tête. Je vous montre la tête d'un mouflon qui a été coupée ici pour que vous voyez. Donc le centre ici, c'est son cerveau. Puis voyez-vous ici toutes les petites bulles? C'est en fait des os en forme d'éponge qui permettent d'absorber les chocs. Donc les mouflons, quand ils se tapent sur la tête, ils se font rarement mal parce que finalement, c'est comme s'ils portaient un casque tout le temps. Maintenant la question de Error Monkey-O. Est-ce qu'il existe un animal sauvage au Canada qui, au lieu de souffrir à cause des humains, profite de notre présence pour mieux vivre?
Si oui, comment s'adaptent-ils? Bonjour, Hera Monkeyo. Donc, il existe plusieurs animaux sauvages qui font très bien en présence de l'activité humaine. Je suis certaine que tu en as vu quelques-uns autour de chez toi. Par exemple, les ratons laveurs, les écureuils et même ceux qu'on aime moins comme les rats. Dans le coin de Sherbrooke, ceux qui font très bien sont les cerfs de Virginie. Donc, c'est généralement des animaux qui sont très généralistes. Ça veut dire qu'ils sont capables de manger une grande diversité de nourriture. Donc, ils sont capables de s'ajuster à des nouvelles choses dans leur environnement. Ils sont très innovateurs, comme les ratons laveurs. Donc, ils sont capables d'exploiter toutes sortes de choses qu'on jette dans nos poubelles, qui sont pas leur nourriture habituelle, mais qui arrivent à s'alimenter. Par exemple, ils peuvent même ouvrir des pots et des boîtes à lunch. Mais il y a un animal dont j'aimerais vous parler, qui est pas un animal qu'on voit nécessairement dans les villes, qui va de mieux en mieux maintenant au Québec, et c'est le pigargue à tête blanche. Et puis cet aigle-là, on s'est rendu compte à un certain moment qu'il y avait des problèmes, on avait un grand déclin. Puis les scientifiques se sont demandé pourquoi l'aigle est en déclin à ce niveau-là. Puis on s'est rendu compte qu'un pesticide qui était utilisé dans les années 50 et 60, qu'on appelle le DDT, avait des effets négatifs sur les oiseaux. Donc, ils consommaient le pesticide, puis par la suite, les coquilles des œufs qu'ils pondaient étaient très molles. Donc, les oisillons survivaient peu. Une fois qu'on a compris ça, grâce à la science, il y a eu des règles dans les années 70 qui ont été mises en place, qui ont empêché l'utilisation du DDT au Québec et au Canada. Et maintenant, on voit que les populations sont en augmentation. Et on termine avec Watermelon Forever. Bonjour Fanny, d'après tes recherches, comment peut-on protéger les animaux que tu as étudiés? Merci Watermelon Forever pour ta question. C'est une question qui est super pertinente parce qu'il y a des biologistes du monde entier qui se demandent c'est quoi la meilleure façon de protéger les animaux et les plantes dans leur habitat naturel. Puis la réponse, elle est simple, mais le faire, c'est difficile. Il faut protéger leurs habitats parce que les animaux, s'ils ont de la place pour vivre et se reproduire, généralement, ils font très bien. Un exemple d'un habitat essentiel pour un grand mammifère, ce serait si vous prenez le caribou forestier, par exemple, c'est un animal qui a besoin de vieilles forêts matures parce qu'il se nourrit de lichens, donc des petits champignons qui poussent sur les branches des arbres et sur les troncs. Et donc là, il faut maintenir ou garder ces forêts-là en santé de façon à ce que ce caribou-là puisse se nourrir, avoir ses jeunes et survivre. Et puis ça, c'est des choses que les biologistes comme moi essaient de protéger avec des différentes recommandations scientifiques. Et ensuite, les décideurs peuvent faire des parcs, par exemple, pour protéger ces différents milieux-là. Par contre, même chez vous, vous pouvez faire des choses pour protéger les animaux à tous les jours. C'est des toutes petites choses, puis des fois, on ne réalise pas qu'elles ont un grand impact. Mais par exemple, si vous faites votre lunch, puis vous réussissez à éviter de faire des nouveaux déchets, c'est idéal parce que de cette façon-là, on a moins de pollution, donc moins de zones qu'on doit convertir dans des grands dépotoirs et donc on sauve les habitats naturels des animaux. Une autre chose que vous pouvez faire, si vous voulez, c'est aller recenser les animaux qui sont près de chez vous parce qu'on utilise beaucoup d'informations qui viennent des citoyens, des citoyennes et des jeunes comme vous dans nos recherches. Donc, on appelle ça la science citoyenne. Donc, il y a toutes sortes d'applications sur des téléphones, un peu comme Pokémon Go, qui nous permet d'aller voir quelles espèces vivent tout près de chez nous. Puis par la suite, ces données-là sont utilisées par des gens comme moi qui veulent savoir à quel moment les animaux arrivent lors des migrations, où ils vont et où est leur habitat essentiel. Merci beaucoup pour vos questions. J'ai trouvé ça super intéressant de vous parler. N'oubliez pas que même si des fois les nouvelles ont l'air déprimantes pour les animaux, il y a quand même plusieurs choses qu'on peut faire pour les aider. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent maintenant à essayer de trouver des solutions. Bonne journée!